cherche le cœur de Giscard. Quand je rencontrais Giscard à cette époque, il venait de faire une mauvaise chute. Il était tombé de l'idée qu'il se faisait de lui-même. Il avait été au sommet, il n'était plus qu'un homme comme les autres. Il n'en revenait pas. On sentait en lui l'incertitude de ce prince de la vie est un songe qui ne sait plus ce qui est réel, le palais ou le cachot. J'avais devant moi son visage luisant et épilé de pharaon de la 4e dynastie. Ses yeux, légèrement bridés, accroissaient l'illusion. Il s'appliquait à être drôle avec autant d'aisance que lorsqu'il présentait sans notes, les mains dans les poches, son budget aux députés médusés par un tel exercice de mémoire. Il s'acharnait à mettre du brio en tout, même dans ceux qui ne le méritaient pas. Non tant pour séduire, ce qui impliquerait de sa part l'idée qu'il quête une reconnaissance, mais pour imprimer toujours et partout la marque de sa supériorité. C'est un exercice qui doit être lassant, d'autant plus que rien n'est plus glacial que ces pitreries. Elles suscitent un rire coincé qui s'enroue dans la gorge et ne détendent nullement l'atmosphère. Au contraire, elles y raréfient l'air. C'est une drôlerie grinçante, une élaboration de farce aussi besogneuse et artificielle dans son genre que l'humour des gendarmes dans le leur. Ainsi, pour détendre l'atmosphère, faisait-il semblant de dérober une assiette plate en vermeil. Les convives riaient d'un rire pétrifié. Je l'observais, je m'efforçais de percer son énigme. Il y a chez tout personnage officiel un secret intime que dissimule l'image publique. Ce moteur de la personnalité qui l'anime le fait agir, que soudain, tandis qu'il baisse la garde, on peut espérer entrevoir. Je cherchais le cœur de Giscard, mais la mécanique chez lui éludait le vivant. Il semblait construit non en chair humaine, mais en tubulure d'acier chromé, comme un mobile de Calder, ou plutôt comme les époustouflantes machines grinçantes de Tinguely, qui assemblent dans un mouvement compliqué de rouages, de mécanismes dentelés, une roue de bicyclette, qui elle-même entraîne une pompe agissant sur une turbine pour, au bout du circuit, finir par un marteau qui frappe une casserole. Un maximum d'artifices fantastiquement agencés et des trésors d'ingéniosité pour un résultat dérisoire. Pourtant, j'avais devant moi un phénomène qui rassemblait en lui des qualités exceptionnelles. Un prodige d'intelligence, un maître de séduction, un habile manœuvrier, un homme aux convictions politiques très respectables et à l'action plutôt positive. Ce formidable capital propre à susciter l'admiration, ces qualités incontestables, au lieu de s'harmoniser, semblaient une marqueterie artificielle. Il leur manquait la vie. On avait affaire à un très brillant acteur de lui-même. Mais sous le jeu, on ne sentait personne. Cette simple vérité humaine qui existe chez des êtres beaucoup moins doués n'était pas perceptible chez lui. Peut-être la cachait-il. Il la cachait bien, car même ses proches s'interrogeaient sur son existence. C'était au cours d'un dîner chez la comtesse de R. J'étais impressionnée à l'idée de rencontrer l'ex-président. Quelle conversation pouvais-je espérer entamer avec lui ? Je le savais si compétent sur tous les sujets que je craignais l'inanité de mes questions. Car c'est un homme qui non seulement apporte la réponse adéquate à toutes les interrogations, mais qui pousse le zèle et l'obligation à proposer de vous ciseler votre question de manière plus subtile et plus appropriée. Entre les questions qu'il allait se poser et les réponses qu'il allait se donner, ma marge de manœuvre était mince. Mon rôle se réduirait-il à celui d'un pâle figurant, du courtisan qui se contente de sourire à propos et de ne pas faire trop de bruit avec sa fourchette ? Si modeste que je fusse, j'ambitionnais un autre rôle. Je me souvenais d'un texte de lui qui m'avait plu. Il s'agissait d'une chronique intitulée « Adieu postérité », publiée dans le Figaro en 1974. Il y évoquait la figure du général Dessay en termes émouvants. Je me procurai ce texte, dont je n'avais qu'un souvenir flou. Puis, je l'appris par cœur. N'était-ce pas grâce à sa mémoire que Julien Sorel avait conquis l'estime du marquis de La Mole ? J'étais devant lui, prêt à être conquis par ce personnage hors du commun. Tout de suite, à table, ce fut un feu d'artifice où se mêlaient à son humour grinçant des pitreries un peu forcées. Il entamait un monologue sur le Gotha auquel je ne pipais pas un traître mot. Soudain, tout cela s'évanouit. La table à la vaisselle en vermeil, le lustre, les convives huppés, je voyais de loin Giscard s'agiter.
Je m'évadais, j'étais transportée dans la chambre austère de l'avenue Henri-Martin, qui ouvrait sur une cour lugubre, dans le petit lit étroit du jeune homme qu'il avait été, là où il avait préparé l'école polytechnique. Je revoyais la charmante nièce aux yeux de cassis mouillés, ses lèvres, le désir douché par le rappel à l'ordre de sa grand-mère. Une bouffée d'amour remontait de cet instant disparu. Il me semblait que je goûtais ses lèvres, tandis qu'elle fermait ses yeux un peu bridés, qui étaient le signe distinctif des Giscard. Je revins m'immiscer dans la conversation, un peu grisée de mon escapade, avec sur les lèvres la saveur d'un baiser. À dire vrai, ce dîner, dont j'attendais tant, commençait à m'ennuyer. Ce qui m'y paraissait le moins intéressant, c'était la conversation qui roulait sur des sujets banals. Giscard semblant signifier que ce soir-là, il était en congé des choses sérieuses, qu'il ne fallait voir en lui que Giscard le débonnaire, si ce terme ne lui était pas aussi inadéquat qu'une paire de sabots à un archevêque. Pour dire vrai, une seule question me semblait réellement intéressante. Comment allait-il se comporter vis-à-vis de moi? Allait-il enfin descendre de son piédestal moral, où il semblait encore régner, et poser enfin les yeux sur moi? J'attendais donc le regard du monarque avec l'impatient frémissement de la jeune Jeanne d'Étiole, future marquise de Pompadour, guettant Louis XV revenant de la chasse à l'orée de la forêt de Sénart. Pour patienter, je me récitais la chronique de Giscard. Dans la devanture d'un antiquaire du boulevard Saint-Germain, on pouvait voir une pendule en bronze noir et doré reproduisant le monument que la reconnaissance publique avait élevé à la mémoire du général de Sey, tué à Marengo, et qui avait été provisoirement installé, je crois, place Dauphine. Ce début, ce n'était pas la Chartreuse de Parme, mais il y brillait le soleil de l'Italie et la mort. Le texte montait en puissance et prenait de l'émotion. Les lettres, soigneusement creusées dans le bronze, faisaient jaillir le cri célèbre du général mourant. Allez dire au premier consul que je meurs avec le regret de ne pas avoir assez fait pour la postérité. Dans le tumulte de la bataille finissante, la poisse du sang engluant son habit bleu, avec la lumière forte de la plaine piémontaise qui lui tournait la tête, que cherchait-il à exprimer? Quel regret? Je me disais qu'après avoir écrit la poisse du sang engluant son habit bleu, Giscard n'avait pas dû être mécontent de lui. Je l'imaginais à son bureau du ministère des Finances, en train de la relire tout haut. Tout de même, cette phrase, c'était autre chose que le style platement administratif de Raymond Marcellin, de René Triboulet ou de Christian Fouché. Il y avait du jus là-dedans, de la grâce, de la branche. Peut-être un instant s'était-il imaginé qu'il avait écrit une phrase qui n'aurait pas déparé dans la Semaine sainte d'Aragon. Surtout cette opposition entre la poisse du sang et l'habit bleu, et cette trouvaille, le participe présent, engluant, venu tout droit de Flaubert, qui usait et abusait de ce procédé. Évidemment, qui pourrait jamais comprendre cela au Conseil des ministres? Pompidou? La jalousie ne rendait pas son jugement serein. Il ne fallait pas plus pour attendre son approbation en matière de style qu'en matière financière. Chirac? Robert Boulin? Alain Pierrefitte? Oui, peut-être Alain Pierrefitte. Et soudain, il mesurait sa solitude de créateur, une solitude que les grands maudits avaient dû éprouver avant lui. Les Baudelaire, les Verlaine, ce sentiment d'injustice et d'incompréhension qui pénètre dans le cœur comme une lame glacée. Soudain, l'impensable se produisit. Le prince posait les yeux sur moi. Plus prodigieux encore, il m'adressait la parole. Pressentant que son intérêt pour moi serait éphémère, je dégainai mon arme secrète. Je lui parlais de sa chronique. Son visage s'illumina. « Vous êtes très érudit, me dit-il. » Dans ses yeux chinois passait une expression reconnaissante et désarmée d'auteur enfin reconnu. Ce sentiment de reconnaissance transperçait la carapace de l'homme de pouvoir, traversait le cuir tanné par tant de vilainie reçue, les attaques, les injustices, l'affaire des diamants. Profitant de ce moment de faiblesse, j'assurai mon avantage en lui avouant que je connaissais son texte par cœur. Son regard se durcit. Il me fixa avec une lueur d'inquiétude, comme si je tendais un piège à sa vanité. « Oui, répétai-je d'un ton pétulant, je le connais par cœur. Tenez, quel regret, celui de ne pas avoir suffisamment accompli au service de la postérité, ou celui de n'avoir pas eu le temps de s'acquérir un titre à la reconnaissance de la postérité. Je crois à la deuxième interprétation, dans une époque où coexistaient l'éternité et l'histoire,
L'idée d'essayer de survivre en se surimprimant à la mémoire de la postérité était un des ressorts de l'ambition et de l'action. On gouvernait, commandait, inventait et même aimait, pour le présent sans doute, mais aussi dans l'attente de l'inscription qui serait gravée plus tard à propos de vous et fixerait à jamais votre existence dans la durée. Je l'avoue, je préférais de beaucoup ce passage au précédent. Écrit dans un style moins forcé, il exprimait avec force une belle idée. Bien sûr, on retrouvait encore l'influence de Flaubert, la succession des 4 verbes. On gouvernait, commandait, inventait et même aimait. Répondait comme un écho à la fin de l'éducation sentimentale. Il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, il revint, il fréquenta le monde. Giscard me regardait avec tendresse. Peut-être même une larme hésita-t-elle à se former dans un coin de son œil chinois. De toute la soirée, il ne me quitta plus. Il me parla de Maupassant, de Flaubert, mais sur ce sujet, son discours était connu. Quand il fut parti, l'assistance se réchauffa aussitôt. On avait l'impression d'une classe qui a fait un louable effort d'attention et qui soudain se relâche après le départ du proviseur. La maîtresse de maison se précipita sur moi. Elle était ravie. Giscard vous a trouvé remarquable. Vous savez, chez lui, les compliments, c'est rare. Je pris un air modeste. Bien sûr, je tue l'artifice de loyal dont j'avais usé. Après tout, avais-je eu tort d'agir ainsi? Ne sommes-nous pas tous faits de la même pâte? Nous aimons que les autres connaissent cette part sensible et secrète que nous livrons dans nos écrits. Est-ce vanité? Non. Il s'agit d'un sentiment plus complexe qui touche l'être en profondeur, même si elle caresse sa surface. C'est ainsi que ce dîner se termina à la satisfaction générale. Il entraîna un autre dîner, à quelque temps de là, chez la même hôtesse, avec toujours l'ex-président, une soirée qui fut tout aussi réussie. C'était l'idylle. Hélas, elle ne dura pas, car Giscard écrivit un roman. Notre amitié naissante ne devait pas résister à cet écueil.